Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wait a Minute. Aujourd'hui on va parler de sang, de barbares, de bataille, car aujourd'hui nous allons parler de 3 défaites qui ont largement bousculé les réputées invincibles légions romaines. Alors je suis le premier à adorer Rome, mais faut admettre que parfois les Romains ils ont quand même pris de sacrés roustes, et ce à plusieurs reprises. On ne va pas parler de toutes les défaites qu'a pu connaître Rome, il y en a beaucoup trop. En revanche j'en ai sélectionné 3 qui à mon avis représentent bien l'état d'esprit dans lequel Rome a dû évoluer au fil du temps et au fil des âges. Nous allons aborder celle-ci de manière chronologique, ce qui présente un double intérêt. D'une part, ça permet de mieux cerner comment Rome est devenue cette superpuissance via l'étude de ses batailles charnières, pour finir par bolosser un petit peu tout le monde, et qui va terminer par le 5e siècle, à savoir la chute de Rome, la disparition de l'Empire, et d'autre part, c'était quand même vachement plus simple à faire. Let's go. Nous sommes donc au moment de la Seconde Guerre punique et Rome se bat contre l'Empire carthaginois pour l'hégémonie du bassin méditerranéen. On est au 3e siècle avant Jésus-Christ et Rome c'est pas encore une superpuissance, bien loin de là. En revanche, elle commence un petit peu à prendre de l'importance. Donc vous vous en doutez, si là c'est la Seconde Guerre punique, et ben il y en a eu une première, tout simplement. La première, pour faire simple, c'est Carthage qui prend Messine. Rome est pas contente, Rome déclare la guerre. Ensuite, Rome et Carthage galèrent avec leurs galères, mais c'est Rome qui gagne. Ça l'oblige d'ailleurs à apprendre à se battre sur la mer d'une part, et aussi à faire le siège de ville d'autre part. Il développe donc ce qu'on appelle la poliorcétique. Carthage a perdu, Hamilcar Barca, donc le papa de Hannibal, est pas content, mais il va faire quand même la paix. Hamilcar il dit, bah ok, moi je vous laisse les mers et je vous laisse la Sicile, mais je prends mes clics et mes claques et je pars en Espagne fonder la nouvelle Carthage. Ouais, c'est pas très original, mais bon, c'est pas plus con que genre, je sais pas, New York. Là-bas ça tombe bien, il y a des mines, notamment des mines d'or, mais là-bas ça tombe mal puisqu'il y a aussi des ibères, et les ibères, ils tuent Hamilcar. C'est donc le célèbre Hannibal qui reprend le flambeau de papa Hamilcar, et il fomente son plan tranquillou. Il gère la diplomatie avec les Gaulois du Sud, et paf, il déclenche la Seconde Guerre punique, celle donc qui nous intéresse. Hannibal passe avec ses éléphants par les Alpes, l'épisode fameux que tout le monde connaît, et il arrive ensuite en Italie. Rome prend vraiment cher d'entrée de jeu lors de plusieurs batailles, notamment lors de la bataille du lac Trasimène, au cours de laquelle les Romains vont prendre une sacrée rouste. Hannibal, il pousse pas trop son avantage et il va se reposer dans le sud de l'Italie, pour permettre un petit peu à ses troupes de souffler. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. Pendant ce temps-là, à Rome, il y a des élections. On élit les 2 nouveaux consuls. C'est Paul-Émile et Varron qui seront élus à cette charge, et tous les deux sont partisans de continuer la guerre contre Hannibal qui dure déjà depuis plusieurs années. La bataille décisive aura lieu à Cannes. Alors, je vous vois venir, c'est pas Cannes là où il y a le festival, non, c'est Cannes dans le sud de l'Italie. Il n'y a pas grand chose à voir entre les deux. Alors bon, ouais, à Rome à l'époque, c'est pas trop la folie niveau généraux. On n'a pas encore de Pompée ou on n'a pas encore de César. On estime en revanche que les soldats ils vont bien se battre parce qu'ils doivent défendre leur famille et leurs terres, etc., etc. Les Romains sont nombreux, voire vraiment très nombreux. C'est-à-dire qu'ils ont mobilisé 8 légions romaines, 8 légions alliées, 6000 cavaliers. En tout, ça fait à peu près 80 000 personnes. En phase 2, vous avez les Carthaginois qui sont aidés par quelques Celtes, quelques Gaulois, qui eux ont un chiffre qui se porte à peu près à 50 000 personnes. Nous l'avons dit, lève chaque année 4 légions, et la légion se compose d'ordinaire de 4000 fantassins et de 200 cavaliers. Ce n'est que dans les circonstances graves qu'il porte le chiffre des fantassins à 5000 et celui des cavaliers à 300. Les Romains résolurent de faire descendre dans la plaine non plus les 4 légions, mais 8. La baston va commencer, et les Romains font 3 lignes de 25 000 hommes, et ils mettent la cavalerie sur les côtés. Enfin bref, la technique de base quoi. Hannibal, lui, il pèse dans le game comme général, et il va faire une très grande ligne. Quand les légions romaines vont avancer, la très grande ligne va se refermer sur elle, et les cavaliers d'Hannibal ayant défoncé les cavaliers romains, ils viennent fermer la boucle. Les Romains sont donc totalement encerclés. Le bilan, c'est 45 000 morts et 15 000 prisonniers côté romain, 6 000 morts, et c'est pas de bol pour eux, du côté des Puniques. C'est considéré comme une des plus grandes batailles, une des plus grandes victoires de l'Antiquité, ou à l'inverse, comme une des plus cuisantes défaites. C'est une victoire qui est tellement un cas d'école qu'encore aujourd'hui, elle est enseignée dans les écoles militaires. Malgré cette splendide victoire, les Puniques ils perdent la guerre quand même. Oui, la guerre. D'ailleurs, Tite-Live, un historien romain, nous dit la chose suivante. Apparemment, un des généraux de Hannibal lui aurait dit ceci. Hannibal, tu sais vaincre, mais tu ne sais pas utiliser la victoire. Le plus ironique dans tout ça, c'est que le Romain qui va avoir le rôle le plus prépondérant dans la guerre contre Carthage est un rescapé de la bataille de Cannes. Il s'agit de Cornelius Publius Scipio Africanus, plus connu aujourd'hui sous le nom de Scipion l'Africain. La bataille finale de cette guerre se passe à Zama, en 202 avant Jésus-Christ.
Scipion l'Africain donc sort vainqueur et cela a des conséquences directes, ça impose Rome comme une puissance méditerranéenne de premier ordre et ça fait de la Méditerranée occidentale une mare nostrum. Rome s'affirme et le monde politique doit désormais composer avec elle. Nous sommes au tout début du 1er siècle après Jésus-Christ. Rome a chopé la Gaule chevelue et la Gaule belgique et elle entend bien aller plus loin. Rome conquiert des territoires d'envergure depuis 2 siècles à peu près, comme la Grèce, la Macédoine, la Judée, la Gaule cisalpine, la Gaule en général, l'Hispanie citérieure ou l'Hispanie ultérieure. La technique de Rome pour conquérir tous ces territoires, ça consiste pas simplement à mobiliser des troupes et à rentrer dans le tas. Non, c'est un petit peu plus fourbe que ça. Ce que je vais vous dire, c'est notamment juste pour l'Espagne, la Gaule ou la Belgique, mais il faudra retenir que pour la Grèce, c'est un petit peu différent pour tout un tas de raisons. En gros, si on veut simplifier à l'extrême, c'est presque du marketing. Presque. Rome se pose comme élément civilisatrice pour les peuples qu'elle estime plus jeunes qu'elle. Comme une grande sœur qui viendrait les accompagner, les épauler dans leur développement. C'est Cicéron qui parle de ça notamment. Même s'il n'y a pas de TV à l'époque, les gens bougent, et en bougeant, ils communiquent. Ce qui fait que pour toute une partie des élites non romaines d'Europe occidentale, avoir du Made in Roma, donc que ce soit des idées ou des biens, eh ben c'est comme le dernier iPhone aujourd'hui. Ça sert pas toujours à grand chose, mais au final on peut se la péter devant les collègues. Et ben là c'est un peu la même chose, du marketing je vous dis. Une fois ces élites romanisées, Rome arrive, joue des querelles entre pro-romains et anti-romains, affaiblit les tribus en question, et quand les légions sont là, il est déjà trop tard. Rome en profite aussi quand elle est dans le coin pour prendre les fils des élites sociales. Elle les envoie à Rome comme otages, mais là-bas ils seront romanisés. Une fois qu'ils le sont, ils rentrent dans leur tribu d'origine, mais avec des idées romaines plein la tête. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh ben bougez pas, ça arrive. Donc là, on est en 9 après Jésus-Christ, et Rome essaye de choper des bouts de Germanie avec la technique susdite qu'on vient d'expliquer. Pour ce faire, elle a envoyé 2 personnes. La première, c'est un Romain, il s'appelle Quintus Publius Varus. C'est une personne qui a 3 légions qui dirige en gros et qui va essayer de choper des bouts de Germanie. Et dans sa tâche, il est aidé par un chef barbare qui a été romanisé, qui s'appelle Arminius. Varus se balade en inspection avec ses armées, et d'un coup, paf, c'est une embuscade menée par des Germains, et qui lui fait défection, c'est Arminius. Varus, trop confiant, se retrouve cerné de toutes parts par une embuscade foudroyante préparée minutieusement par celui qu'il pensait être son allié. Varus sonne la retraite et une colonne tente de rebrousser chemin, mais c'est peine perdue. En 3 jours, les légions 17, 18 et 19 sont anéanties. Varus se suicide plutôt que de se livrer à l'ennemi. Elles ont été si bien anéanties que pendant longtemps on n'avait pas su si la bataille avait réellement existé, oui ou non. Parce que bon, on avait des sources littéraires, mais on n'avait pas de preuves archéologiques. Mais ça, c'était avant qu'on tombe sur la tombe d'un centurion qui s'appelle Marcus Caelius, qui est tombé au combat et qui nous confirme bien l'existence de cette bataille. À Marcus Caelius, fils de Titus, de la tribu Lémonia de Bononia, centurion d'ordre 1, 18e légion, âgé de 53 ans. Tombé pendant la guerre de Varus, les corps de nos affranchis pourront reposer ici. Publius Caelius, fils de Titus, de la tribu Lémonia, son frère, a fait cette tombe. Les Romains reviennent dans le coin 6 ans plus tard, en l'an 15, et Tacite nous dit la chose suivante. Au milieu des plaines, des ossements blanchis, épars ou amoncelés selon qu'on avait fui ou tenu ferme, gisaient à côté des armes. Des membres de chevaux, à des troncs d'arbres étaient cloués des têtes. Dans les bois voisins s'élevaient des autels barbares, près desquels avaient été immolés le tribun et les centurions du premier rang. Les conséquences de cette bataille, c'est que vous avez 20 000 Romains qui sont tués, avec des alliés bien évidemment, et puis c'est un peu la honte quand même, hein. Ils se sont fait choper les insignes de la Légion, des choses qui sont extrêmement importantes, et puis ça va les dissuader pendant un très long moment de remettre les pieds en Germanie pour essayer de conquérir un peu le territoire. Alors ouais, ça calme un petit peu les Romains qui vont plus vraiment aller dans ce coin-là du monde et ils vont se contenter de diviser les tribus entre elles pour gérer la frontière outre-Rhin. De toute façon, à ce moment-là, les Germains ils sont assez occupés à se taper dessus plutôt que d'aller chercher des noix à Rome. Alors là, c'est pas Jojo, c'est moi qui vous le dis. On saute quasiment 4 siècles et on arrive en 378 après Jésus-Christ. On est sur un champ de bataille, en tout cas ça va pas tarder à le devenir. Vous avez des Goths et des Romains qui discutent, qui se toisent. Lorsque tout à coup les armes sont dégainées, tout le monde fonce dans le tas et c'est le début de la baston. Je vais pas vous mentir, une fois que tout est fini, que le fracas des armes ne se fait plus entendre, il n'y a plus beaucoup de Romains qui se tiennent debout sous le champ de bataille. Avant de vous en dire plus, quelques mots de contexte pour que vous cerniez les bails. Depuis 2 siècles à peu près, vous avez des vagues migratoires de barbares qui essayent d'arriver dans l'Empire romain. Pour le cas des Goths, d'abord Rome les garde à la frontière, elles achètent leur calme. Par la suite, elle en fait des fédérés, c'est-à-dire que Rome paye les Goths pour qu'ils défendent la frontière danubienne. En dehors des limites de l'Empire, évidemment. Mais en 370, ils se révoltent et essayent de destituer Valence, mais la révolte est un échec.
Valence coupe les robinets à thunes et à vivre. Les gosses sont pas bien, genre pas bien du tout. La famine en oblige un bon gros paquet d'entre eux à venir dans l'Empire en se faisant esclaves. Un type qui s'appelle Sinésius de Cyrène nous écrit ceci. Toute famille jouissant ne serait-ce que d'un peu d'aisance à son esclave go. Autant vous dire que c'est pas trop la joie chez les Goths. En plus de ça, dans l'Empire, il y a un mouvement anti-Goth qui se forme, on pense que tous les Goths sont des voleurs. Ajoutez à cela des hauts fonctionnaires corrompus, c'est-à-dire que Valence, donc l'empereur, leur donne de l'argent pour installer les Goths, et ben cet argent, ils le gardent à leur profit, donc ils détournent l'argent public pour le garder pour eux, et au lieu d'installer les Goths sur des territoires, ils prennent les femmes et les enfants pour en faire des esclaves. Allez, vous pouvez partir maintenant. Vérifiez s'il manque quelque chose. Bah, il y a tellement de voleurs dans la police. On vous a pas violé, hein? Ça sera pour une autre fois, hein. Qu'est-ce que vous voulez? On est tellement bêtes. Chacun fait comme il peut, hein. À cette époque, on n'est pas réellement dans un contexte de guerre. Les Goths sont installés dans l'Empire romain et ils en mettent sous le pied pour se dire bon bah voilà, on est installé ici, c'est pas trop la merde, on va essayer d'y rester. Seulement, l'administrateur romain du coin, il va vraiment abuser avec eux. Au goût de ces derniers, il va un petit peu trop souvent les voir pour récupérer les impôts. Au bout d'un moment, ça commence à bien faire, ils se révoltent, et autour du coin où les Goths sont rassemblés, les milices romaines doivent mater des révoltés. Et les Romains, ils n'arrivent pas trop à gérer cette révolte, qui a lieu en 376, soit 2 ans avant Andrinople, la bataille dont nous allons parler. Donc, les milices romaines sont battues, et pendant 2 ans, les Goths vont piller le coin avec plus ou moins de succès. Ils vont notamment aller en Thrace, une région qui est réputée relativement riche. Ceux qui leur changent la vie, eux qui jusque-là vivaient comme des miséreux. Ils tentent à plusieurs reprises de prendre des villes, mais malheureusement pour eux, ils n'y parviennent pas. Pendant ce temps, Valence, donc l'empereur d'Orient, entend parler de ce Capharnaüm. Il lève une gigantesque armée pour aller fissa éclater ces Goths qui bravent son autorité. Il va arriver en août 378 du côté de la ville d'Andrinople, là où les Goths ont alors établi leur camp. Environ 50 000 Romains sont réunis pour 160 000 Goths. Alors ça peut paraître déséquilibré comme combat, mais pas vraiment en fait, puisque les Romains ont 2 avantages. Ils ont un très bon équipement, et une partie des troupes dépêchées sur place sont des vétérans de guerre. Ils ont une expérience des batailles, contrairement aux Goths qui ne font que piller sans réellement se battre. Et croyez-moi, sur le champ de bataille, ça fait grave la diff. On se regarde dans le blanc des yeux, on lance des négociations pour gagner du temps, quand tout à coup les soldats de Valence, donc la cavalerie notamment, décident de foncer dans le tas. Ça va être un échec total et ça va être une véritable débandade. Valence, paraît-il, n'avait pas voulu attendre les renforts pour essayer de briller tout seul. Le résultat, c'est que c'est grave la merde pour les Romains, Valence est obligé de fuir, de battre en retraite, il va se planquer dans une cabane en espérant que personne ne le trouve. Manque de peau, les Goths ils tombent sur la cabane, ils bloquent la sortie et ils y foutent le feu. Valence périra dans les flammes. Il y a une autre version qui dit que Valence a simplement pris une flèche au cours de la bataille et que ça l'aurait tué sur le coup. Toujours est-il que c'est un fiasco total, c'est une défaite cuisante pour l'armée romaine qui voit l'intégralité de ses forces mobilisées tuées au combat. Les fuyards s'étaient retrouvés bloqués entre les portes de la ville et l'arrivée des barbares. Les 20 000 hommes qui restaient de l'armée de Valence se jettent dans la bataille à corps perdu, car concrètement ici c'est vaincre ou périr. Et la victoire n'est pas au rendez-vous. Paf, 20 000 soldats romains trouvent la mort. Quelles sont les conséquences de cette bataille désastreuse pour Rome? Eh bien, elles sont multiples. Déjà, la mort de l'empereur sur le champ de bataille, c'est pas génial pour organiser la succession. Sur le trône arrive alors Théodose le Grand comme empereur d'Empire d'Orient. C'est un coup de bol parce que c'est un empereur qui est pas trop manchot. On va reparler de lui dans 2 minutes. Ensuite, les contemporains sont choqués. Il y a des barbares qui ont éclaté la plus grande armée romaine de l'époque, et en prime, ils ont tué l'empereur dans la bataille. L'empereur d'ailleurs, Valence, était arien, c'est-à-dire un chrétien, mais pas catholique, un chrétien arien. Or, les évêques catholiques et les évêques ariens, ils peuvent pas se blairer. Du coup, quand Valence est mort, il y a des évêques, Ambroise de Milan en tête, ils ont dit que Valence, s'il était mort, c'était une punition divine pour avoir été un arien, pour avoir été un mauvais chrétien. Ça, c'est pour les conséquences directes liées à la mort de l'empereur. Mais il y a d'autres conséquences, il y a d'autres changements qui arrivent. On a une énorme armée qui vient d'être détruite. Alors concrètement, ça coûte un max de blé à l'Empire. Le deuxième point concernant Andrinople, c'est qu'on a arrêté de tout miser sur l'infanterie. La cavalerie prend désormais un rôle de plus en plus important au sein des armées romaines. Et les cavaliers à l'époque, il faut savoir que c'est plutôt des barbares. On arrête aussi de faire des légions avec des énormes troupes et on passe désormais à des groupes plus restreints. Quant aux Goths, eux, qu'est-ce qu'ils deviennent? On a parlé de Théodose le Grand, qui devient le nouvel empereur, il part en campagne contre les Goths, et en 382, une fois qu'il a à peu près gagné, il refait des Goths, des fédérés, inclus dans l'Empire. La décision qu'avait pris donc Valence. Vous allez me dire qu'on en revient au point de départ sans grand changement, et dans un sens vous aurez raison. Mais désormais les Goths ils sont conscients de leur puissance et aussi de la faiblesse de Rome, donc à chaque fois qu'ils vont avoir l'occasion de mener des exactions, croyez-moi, ils vont pas se priver.
L'aboutissement de ces pillages et chantages s'incarne dans la personne d'Alaric Ier, un chef go. Il va réussir à intégrer l'administration, puis il va piller Athènes quand il n'aura pas ce qu'il veut. Il finit par planter les derniers clous du cercueil de Rome en 410 lorsqu'il pille la ville avec ses troupes. Rome n'en a alors plus que pour 70 ans d'agonie et on passera ensuite à autre chose, le Moyen-Âge, Clovis et compagnie. À travers ces 3 batailles, le but était de vous montrer le rise and fall de la ville de Rome. À l'époque d'Hannibal, Rome se démène pour avoir une place sur la scène méditerranéenne. Quelques siècles plus tard, à l'époque de la forêt du Teutobourg, Rome domine très largement la Méditerranée et tente de s'établir le plus possible sur le monde connu. Et pour finir, encore quelques siècles plus tard, lors d'Andrinople, Rome est sur le déclin et elle essaye de sauver sa peau et de résister à la pression qu'elle subit à ses frontières, en vain puisqu'elle s'effondrera peu de temps après, en ayant tout de même laissé une trace indélébile dans le paysage mondial. On a souvent l'image de Rome qui a conquis le monde, du latin et du grec que l'on parlait partout, de l'école, de la fameuse romanisation. Mais il faut pas oublier qu'au bout d'un moment, Rome ça s'est cassé la gueule, et en beauté en plus. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur les défaites romaines. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'il m'a plu à moi de le faire, parce que c'est vraiment un épisode que j'ai kiffé rédiger et ensuite tourner. Également, je vous parle, je sais pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez regarder les réseaux sociaux, ce genre d'endroits, bref, je vous apprends rien. On se revoit bientôt, et puis salut quoi.